La semaine dernière, j'ai été témoin d'un événement bouleversant au marché du coin. Un homme d'environ 68 ans faisait la queue, seul, à la caisse, achetant juste assez pour une personne. Lorsque le jeune caissier lui a demandé s'il voulait le sac, il a répondu non, qu'il pouvait le porter. Mais ce n'est pas ce qui a retenu mon attention. C'est sa lenteur à partir, comme pour prolonger ces quelques minutes d'interaction humaine. Je suis rentrée chez moi en pensant à lui et à tant d'autres avec qui je travaille. Des hommes qui ont travaillé pendant des décennies, élevé des familles et construit leur propre histoire, et qui se retrouvent aujourd'hui prisonniers d'un silence assourdissant. La retraite, qui aurait dû être synonyme de liberté, est devenue une prison. Leurs enfants adultes ont des vies bien remplies. Leurs amis de travail ont disparu avec leurs derniers jours de travail. Si vous avez plus de 60 ans et que vous ressentez cette douleur, sachez qu'une découverte récente sur la solitude peut transformer votre réalité en seulement 72 heures. Ce n'est pas de la théorie. C'est une science appliquée qui, selon moi, fonctionne même dans les cas d'isolement émotionnel les plus difficiles. La solitude après 60 ans n'est pas seulement une source de tristesse. C'est une épidémie silencieuse qui ampute la vie de millions de personnes. Des études récentes révèlent que la solitude chronique accélère le vieillissement cellulaire plus que le tabagisme. Imaginez, chaque jour perdu dans l'isolement ne se rattrape jamais. Mais j'ai découvert quelque chose que peu de gens savent. L'application séquentielle de certaines techniques ouvre une fenêtre d'opportunité neurologique spécifique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le cerveau mature possède une incroyable capacité à nouer de nouveaux liens sociaux lorsqu'il est stimulé de manière appropriée. Ce que je vais vous révéler ici a fonctionné pour cet homme à l'épicerie. Cela a fonctionné pour cette veuve de 65 ans qui n'avait parlé à personne depuis des mois. Cela a fonctionné pour des hommes qui pensaient que leur meilleur jour était à jamais derrière eux. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la solitude comme une fatalité. Vous n'êtes pas obligé de vous contenter de conversations creuses ou de faire comme si tout allait bien, alors qu'au fond de vous, il n'y a qu'un vide douloureux. Vos années d'or peuvent encore véritablement briller. Si vous avez l'impression que vos journées s'éternisent, que votre téléphone ne sonne pas, que vous vous parlez à vous-même plus que de raison, alors il est temps de prêter attention à ce qui vous attend. Car ce que j'ai découvert pourrait faire la différence entre languir dans la solitude ou retrouver la joie de vivre. Tapez « Oui maintenant » si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie et êtes prêt pour un vrai changement dans 72 heures. Laissez-moi vous parler d'Antonio, 68 ans, retraité depuis 3 ans. Il est venu me voir non pas par envie, mais parce que sa fille insistait. Elle m'a dit qu'elle s'inquiétait car son père ne quittait plus la maison, ne répondait pas au téléphone et était toujours occupé lorsqu'elle essayait de lui rendre visite. Antonio était contremaître d'usine depuis 35 ans. Chaque jour, il se levait à 5 heures du matin, buvait son café noir et se rendait dans un endroit où il était respecté, où ses décisions comptaient, où des dizaines de personnes dépendaient de lui. Il avait un but, il avait une identité. La retraite est arrivée comme un cadeau empoisonné. Soudain, plus de réveil, plus de réunions, plus personne ne l'attendait. Les premiers mois ont été remplis de soulagement. Il pouvait enfin se reposer. Mais le reste s'est transformé en vide. Lors de notre conversation, Antonio m'a révélé quelque chose de bouleversant. Il m'a dit qu'il passait parfois des journées entières sans parler à personne, hormis les salutations formelles à l'entrée. Qu'il regardait la télévision juste pour entendre des voix humaines. Qu'il inventait des excuses pour aller à la banque ou au supermarché, juste pour avoir une interaction, même superficielle. Sa famille interprétait son comportement comme de la paresse ou de la mauvaise humeur. « Grand-père est ennuyeux », entendait-il murmurer. « Il veut juste rester à la maison et se plaindre. » Il ne comprenait pas que derrière son apparente apathie se cachait un homme désespéré de créer des liens, de se sentir à nouveau utile, d'avoir quelqu'un qui veuille vraiment entendre ce qu'il avait à dire. Les neurosciences de la solitude montrent que lorsque nous sommes isolés pendant de longues périodes, notre cerveau entre en mode survie. Nous commençons à interpréter les situations neutres comme des menaces. Un regard étrange se transforme en mépris, le silence en rejet. L'esprit crée un cercle vicieux où nous évitons ce dont nous avons le plus besoin, une véritable connexion humaine. Antonio était pris au piège de ce cycle.
chaque jour passé seul rendait plus difficile le premier pas vers les autres. La fierté masculine, construite au fil de décennies d'indépendance, devenait un obstacle insurmontable. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Lors de notre troisième conversation, j'ai révélé à Antonio une séquence d'actions spécifiques qui pourrait briser ce schéma en seulement 72 heures. Il ne s'agissait pas de techniques compliquées. Elles ne nécessitaient pas un courage surhumain. C'étaient des stratégies basées sur le fonctionnement réel du cerveau mature. Sa première réaction fut le scepticisme. « Docteur, à 68 ans, je ne vais pas me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. » Je lui ai expliqué qu'il ne s'agissait pas du tout de faire semblant. Il s'agissait de réveiller des parties de sa personnalité qui étaient simplement endormies et non mortes. Ce qui s'est passé dans les 72 heures qui ont suivi m'a surpris, moi aussi. Antonio a non seulement émergé de l'isolement, mais a redécouvert une version de lui-même dont il ignorait l'existence. La transformation a été si remarquable que sa propre fille m'a appelé pour me demander ce qui était arrivé à son père. La première étape de la transformation d'Antonio a commencé par ce que j'appelle la cartographie active de la mémoire. Je lui ai expliqué que notre esprit recèle des milliers d'histoires, d'expériences et de connaissances qui peuvent servir de passerelle vers de nouvelles connexions. Mais isolés, nous oublions ces trésors intérieurs. J'ai demandé à Antonio de faire un exercice simple. Le premier matin, il devait noter 5 situations de sa vie professionnelle où il avait aidé quelqu'un à résoudre un problème. Il n'était pas nécessaire que ce soit héroïque. Juste des moments où ses connaissances ont changé la vie de quelqu'un. Au début, il a résisté. « À quoi bon, docteur? Ce temps est révolu. » Mais j'ai insisté pour qu'il essaie. Un cerveau mature a besoin de renouer avec ses propres compétences avant de rechercher une validation extérieure. Le premier jour, Antonio n'a répertorié que 2 situations. Le deuxième, il en a répertorié 5. Le troisième, il a rempli 2 pages entières. Il redécouvrait qu'il possédait un arsenal d'expériences précieuses, des connaissances pratiques susceptibles d'intéresser et d'aider les autres. La deuxième technique était ce que j'ai appelé les fenêtres d'opportunités sociales. J'ai expliqué à Antonio que la solitude nous fait croire qu'il n'y a pas de moment propice pour engager la conversation. Or, c'est une illusion créée par l'isolement. Je lui ai demandé d'identifier 3 lieux qu'il fréquentait régulièrement, la banque, le supermarché et la pharmacie, et d'observer les déplacements des gens, non pas pour juger ou critiquer, mais pour comprendre quand les gens étaient les plus réceptifs à une interaction brève et sincère. Antonio a découvert qu'à la pharmacie, surtout le jeudi matin, d'autres personnes de son âge faisaient la queue avec empressement et enthousiasme. Au supermarché, il a remarqué que certaines personnes plus âgées, comme lui, faisaient de petits achats fréquents, cherchant visiblement plus que de simples produits. La troisième technique était révolutionnaire. Je l'ai appelée « expertise en action ». Antonio avait 35 ans d'expérience dans la résolution de problèmes industriels, la gestion du personnel et l'optimisation des processus. Ce savoir-faire n'a pas disparu avec la retraite. Je lui ai suggéré de se permettre d'offrir une aide sincère lorsqu'il remarquait une personne en difficulté dans des situations où son expérience pouvait lui être utile. Non pas de manière intrusive, mais en observant les opportunités naturelles. Durant sa première semaine, Antonio a aidé un jeune couple à choisir des outils à la quincaillerie. Il leur a expliqué les différents types de vis et leur a dressé une liste de courses logiques. La gratitude dans les yeux de ces jeunes a réveillé en Antonio un sentiment d'utilité qui sommeillait en lui depuis des années. Un sentiment d'utilité. L'impact neurologique a été immédiat. Lorsque nous nous sentons utiles, le cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, les mêmes neurotransmetteurs qui nous incitent à rechercher davantage d'interactions sociales. Antonio brisait le cercle vicieux de la solitude en réactivant son identité compétente. Après seulement 3 jours d'application de ses premières techniques, Antonio ressentait déjà une énergie différente. Il se réveillait avec peu d'attente. Il quittait la maison avec détermination, ne serait-ce que pour un petit tour à la pharmacie. La 4e technique que j'ai révélée à Antonio a complètement transformé sa vision du vieillissement. Je l'ai appelée « inversion des rôles sociaux ». J'ai expliqué que la société programme les personnes âgées pour qu'elles soient de simples bénéficiaires de soins, de conseils et d'aide. Or, cela crée une dynamique toxique
qui alimente un sentiment d'inutilité. J'ai proposé à Antonio d'inverser cette logique. Au lieu d'attendre que les autres viennent à lui ou de rechercher constamment l'attention, il devrait activement chercher des moyens d'être une source de valeur pour les autres. Non pas par charité forcée, mais par une contribution authentique, fondée sur ce qu'il est vraiment. Antonio a commencé à fréquenter un garage local où il amenait toujours sa voiture. Au lieu de simplement attendre l'entretien, il a remarqué que le jeune mécanicien avait un problème avec un moteur plus ancien. Antonio travaillait avec des machines similaires depuis des décennies. Il a proposé une suggestion simple qui a résolu le problème en quelques minutes. Le résultat fut extraordinaire. Le jeune mécanicien le remercia et lui demanda s'il souhaitait revenir. « Tu connais mieux ces vieilles machines que moi ?» dit-il. À cet instant, Antonio redécouvrit qu'il avait encore beaucoup à offrir. La 5e technique fait appel à ce que j'appelle les rythmes de reconnexion. La solitude crée des schémas temporels chaotiques. Nous nous réveillons quand nous le voulons, mangeons quand nous en avons envie et n'avons aucun engagement qui nous relie au rythme social. Cela nous déconnecte encore davantage de la vie collective. J'ai guidé Antonio pour qu'il crée 3 engagements hebdomadaires fixes impliquant d'autres personnes, mais sans pression émotionnelle excessive. Pas de groupe de thérapie ni d'activité sociale forcée. Des engagements concrets où sa présence avait un but. Il choisissait d'aider à l'entretien du jardin de l'église le mardi, de participer au loto caritatif le jeudi et de visiter le marché fermier à la même heure chaque samedi. Ces points fixes créaient un cadre temporel qui structurait ses journées et lui garantissait des interactions régulières avec des visages familiers. La 6e technique était la plus puissante, les souvenirs comme pont. J'ai découvert qu'Antonio, comme beaucoup d'hommes de sa génération, partageait rarement ses histoires personnelles. Il conservait des décennies d'expériences intéressantes, drôles et touchantes qui pouvaient constituer des points de connexion naturelle avec les autres. Je lui ai appris à identifier ses histoires les plus universelles, celles auxquelles chacun pouvait s'identifier. La fois où il s'est perdu dans une ville inconnue, sa rencontre avec sa femme, le travail le plus difficile qu'il ait jamais eu à accomplir, la plus grande leçon qu'il a tirée d'une erreur. Antonio s'est exercé à raconter ses histoires d'abord à moi, puis à de simples connaissances. Il a constaté que les gens étaient sincèrement intéressés. Ces histoires ont fait surgir des souvenirs similaires chez d'autres, suscitant des conversations naturelles et enrichissantes. En 2 semaines d'application de ces techniques fondamentales, la vie sociale d'Antonio avait complètement changé. Non pas parce qu'il était devenu une autre personne, mais parce qu'il avait redécouvert des aspects de lui-même que l'isolement avait occultés. Il était redevenu intéressant parce qu'il s'intéressait à nouveau sincèrement aux autres. La 7e technique que nous avons mise en œuvre était le protocole de vulnérabilité contrôlée. J'ai expliqué à Antonio que les hommes de sa génération étaient habitués à considérer l'expression de leurs besoins comme un signe de faiblesse. Or, cela crée une barrière invisible qui empêche les connexions authentiques. La stratégie consistait à ne pas devenir dépendant ou dramatique, mais à s'autoriser à demander de petites faveurs ou à admettre naturellement ses petites limites. Lorsqu'Antonio allait au supermarché, au lieu de porter tous les sacs seul, même si c'était difficile, il acceptait l'aide qu'on lui proposait. Plus important encore, il répondait en demandant à la personne si elle avait besoin de quelque chose. Cette réciprocité a créé des liens inattendus. Sa voisine du 3e étage, qu'il saluait poliment depuis des années, a commencé à l'inviter à prendre un café lorsqu'elle a découvert ses compétences en jardinage. Le portier de l'immeuble a commencé à le solliciter pour des conseils sur un problème familial après qu'Antonio a partagé une expérience similaire. La 8e technique était révolutionnaire. L'écoute active générationnelle. J'ai aidé Antonio à renverser une idée reçue chez les aînés, l'idée que les jeunes ne veulent pas écouter ceux qui ont de l'expérience. En réalité, beaucoup de jeunes recherchent désespérément les conseils de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour avoir du recul. Antonio a commencé à fréquenter la place voisine où les jeunes parents emmenaient leurs enfants. Au lieu de se contenter d'observer avec nostalgie, il a commencé à faire des commentaires utiles lorsque cela était approprié. Par exemple, comment calmer un enfant irritable, quel jouet était le plus sûr,
comment résoudre les petits conflits entre frères et sœurs. Le résultat fut surprenant. Ces jeunes parents, stressés et inquiets, voyaient en Antonio une source de sagesse pratique. Non pas des conseils théoriques, mais des solutions éprouvées. Certains commencèrent à le consulter régulièrement pour des conversations bénéfiques pour les deux parties. La 9e et dernière technique était l'héritage en devenir. J'ai découvert qu'Antonio, comme beaucoup de retraités, avait le sentiment que son parcours professionnel avait été oublié. 35 ans de travail ne semblaient pas avoir laissé de traces durables. Je lui ai proposé de documenter non seulement ce qu'il faisait, mais aussi comment il le faisait, les astuces apprises, les erreurs évitées, les solutions créatives développées, non pas pour un livre ou une archive officielle, mais pour partager ses connaissances avec ceux qui pourraient en bénéficier. Antonio a commencé à encadrer de manière informelle de jeunes professionnels du secteur industriel. D'abord par des conversations informelles, puis grâce à un réseau de contacts qui s'est naturellement élargi. Il a découvert que son expérience était extrêmement précieuse pour ceux qui débutent leur carrière. L'impact psychologique fut profond. Antonio ne se contentait pas de passer le temps ou de rechercher de la compagnie. Il construisait un héritage vivant, voyant son savoir s'épanouir chez les autres. Cela donnait un nouveau sens à ses journées et créait un réseau social solide, fondé sur l'entraide. Exactement 72 heures après avoir mis en œuvre la première technique, Antonio avait complètement transformé sa vie sociale. Non pas parce qu'il suivait un scénario artificiel, mais parce qu'il avait redécouvert sa capacité naturelle à enrichir la vie des autres. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche, car ce qui vient ensuite pourrait sauver votre vie émotionnelle. 3 mois après la transformation d'Antonio, j'ai reçu un appel inattendu. C'était lui. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Une énergie que je n'avais pas entendue depuis longtemps. « Docteur, je dois vous dire quelque chose qui intéressera vos autres patients. » Antonio avait découvert une découverte que les neurosciences soupçonnaient déjà, mais que peu d'entre elles appliquent en pratique. Lorsque les hommes d'âge mûr trouvent un sens à leur vie grâce à leur contribution sociale, une réorganisation spécifique se produit dans le cortex préfrontal. Les zones responsables de la motivation et de la planification, souvent sous-actives à la retraite, retrouvent leur intensité juvénile. Tu sais, ce jeune mécanicien dont je parlais, il m'a proposé de devenir consultant informel pour l'atelier. Ce n'est pas du travail, c'est un partenariat. Je l'aide avec les vieux moteurs, il m'apprend les technologies modernes. C'est incroyable comme mon esprit s'est remis à fonctionner quand j'ai trouvé un endroit où je pouvais être vraiment utile. Mais la découverte la plus importante d'Antonio concernait le temps. Pendant 3 ans de retraite, les journées passaient lentement. Maintenant, avec les mêmes engagements sociaux que nous avons créés, le temps passe vite. Non pas parce que je suis trop occupée, mais parce que je suis vraiment engagée. La science le confirme. Des études récentes montrent que le cerveau des personnes socialement actives de plus de 60 ans présente une densité neuronale similaire à celle des individus 10 ans plus jeunes. Il ne s'agit pas seulement de se sentir mieux, il s'agit d'un véritable rajeunissement cognitif. Antonio a également révélé un effet inattendu. Ma relation avec ma famille a complètement changé. Avant, lorsqu'il me rendait visite, je me plaignais constamment. Je parlais de maladies. Je me souvenais de problèmes. Maintenant, j'ai des choses intéressantes à leur raconter. J'ai des projets en cours. J'ai rencontré de nouvelles personnes. La fille d'Antonio a confirmé ce changement lors de notre conversation. Mon père est redevenu la personne que j'admirais enfant. Quelqu'un avec des histoires fascinantes, des solutions créatives et une énergie contagieuse. C'est un plaisir de lui rendre visite maintenant. C'est là tout le pouvoir de ces techniques. Elles ne combattent pas seulement superficiellement la solitude. Elles réactivent l'essence même de votre personnalité, ces qualités qui ont attiré les autres vers vous tout au long de votre vie. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Cela pourrait faire la différence entre se languir de solitude ou retrouver la joie de vivre. Pour assurer que cette transformation soit durable, j'ai développé ce que j'appelle la routine quotidienne anti-solitude, basée sur l'expérience d'Antonio et d'autres patients qui ont surmonté l'isolement après 60 ans. Le matin est crucial. Les personnes socialement connectées se réveillent avec des attentes précises quant aux interactions de la journée.
Pas de grands événements, mais de petits moments de contact humain qui pimentent les journées. Antonio a pris l'habitude de se réveiller et de passer en revue mentalement 3 personnes avec lesquelles il pourrait discuter ce jour-là, même brièvement. Le petit déjeuner était un moment de convivialité. Tout en sirotant son café noir, Antonio choisissait l'une des techniques qu'il allait appliquer. Lundi, il proposait une aide concrète. Mardi, il partageait une anecdote. Mercredi, il posait une question sincère sur la vie de quelqu'un. Cet après-midi, nous avons mis en œuvre le protocole de présence intentionnelle. Au lieu de sortir uniquement par nécessité, Antonio a commencé à sortir avec une intention sociale. Chaque déplacement à la banque, au supermarché ou à la pharmacie impliquait la possibilité d'une conversation constructive. Non pas forcée, mais ouverte. La stratégie a fonctionné, car elle a supprimé la pression artificielle de « se faire des amis ». Antonio est simplement devenu une personne plus intéressante à rencontrer. Quelqu'un qui offrait une réelle valeur ajoutée par ses connaissances, son expérience ou simplement une attention sincère. La fin d'après-midi fut propice à une réflexion constructive. Antonio nota brièvement les échanges positifs de la journée. Pas un journal de bord théâtral, mais des notes simples. J'ai aidé Maria avec le compte en banque. J'ai parlé de la retraite à João. J'ai parlé à Anna de la rénovation de la maison. Ces enregistrements ont rempli 2 fonctions neurologiques importantes. Premièrement, ils ont renforcé les souvenirs positifs liés aux liens sociaux. Deuxièmement, ils ont créé une base de données personnelles sur les relations en développement. En cas de crise émotionnelle, nous avons créé un plan d'urgence social. Les jours où la tristesse ou la nostalgie pesaient lourd, Antonio avait une liste d'actions spécifiques. Appeler quelqu'un avec une excuse valable, se rendre dans un endroit où il était sûr de croiser des visages familiers, ou accomplir une tâche utile à quelqu'un d'autre. L'élément le plus marquant était l'implication familiale indirecte. Au lieu de se plaindre d'être loin de ses enfants, Antonio est devenu quelqu'un d'intéressant à fréquenter. Il avait toujours des projets en cours, de nouvelles personnes à présenter, des histoires captivantes à raconter. La fille d'Antonio a commencé à lui rendre visite plus souvent, non par obligation, mais par véritable curiosité quant aux nouveautés dans la vie de son père. Cela a créé un cercle vertueux qui a naturellement rapproché la famille. Nous avons également mis en place des horaires de disponibilité sociale. Antonio a établi des plages horaires spécifiques où il était ouvert aux interactions spontanées. Il s'asseyait sur un banc public, se promenait dans le quartier ou se contentait de flâner dans le hall de son immeuble. Il n'attendait rien de particulier. Il était simplement disponible pour les rencontres qui surgissaient naturellement. Dites-moi laquelle de ces stratégies vous aimeriez essayer en premier, afin que je puisse voir comment je peux aider plus de personnes comme vous. 6 mois plus tard, j'ai retrouvé Antonio dans une situation que je n'oublierai jamais. J'étais dans le même supermarché où je l'avais vu pour la première fois, seul dans la file d'attente. Mais cette fois, tout était différent. Antonio discutait avec animation avec la serveuse d'une recette que sa mère essayait de préparer. Il lui a donné des conseils tirés de son expérience avec sa femme. Ils ont échangé leurs coordonnées pour pouvoir envoyer les bons ingrédients par SMS. La jeune femme a souri sincèrement, non pas avec la politesse forcée du service client, mais avec une gratitude sincère. En sortant, il salua 3 personnes, l'agent de sécurité, une femme rencontrée à la pharmacie et un jeune couple à qui il avait donné des conseils de jardinage. Chaque interaction était naturelle, fluide et empreinte d'affection mutuelle. « Docteur », m'a-t-il dit en me voyant, « j'ai découvert que je n'étais jamais vraiment seule. J'étais simplement déconnectée de moi-même. Quand je suis redevenue moi-même, les gens m'ont naturellement contactée. » La transformation d'Antonio n'était pas miraculeuse, elle était scientifique. Nous avons appliqué des techniques basées sur le fonctionnement réel du cerveau humain. Comment le besoin de sens se manifeste après 60 ans. Comment la contribution sociale active les centres neurologiques fondamentaux du bien-être. Chacune des 9 techniques que j'ai révélées aborde différents aspects de la reconnexion humaine. Il ne s'agit ni d'astuces ni de manipulation. Il s'agit de moyens de supprimer les barrières artificielles que l'isolement crée entre vous et les personnes qui bénéficieraient naturellement de votre présence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous reconnaissez, chez vous ou chez un proche,
les signes de solitude qui consumaient Antonio. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour mettre en œuvre ces changements. Le cerveau conserve sa plasticité tout au long de la vie, notamment en ce qui concerne les relations sociales. Vous possédez des décennies d'expérience, de connaissances et de sagesse qui peuvent illuminer la vie des autres. Vous n'avez pas à vous conformer à l'invisibilité sociale que notre culture impose aux personnes âgées. Vous n'avez pas à accepter que vos meilleurs jours soient derrière vous. La solitude n'est pas un défaut de caractère, ni une conséquence inévitable du vieillissement. C'est le symptôme d'une déconnexion temporaire qui peut être inversée par des actions spécifiques et intentionnelles. Vos histoires comptent, votre expérience est précieuse, votre entreprise peut être une source de joie et d'apprentissage pour tous. La première étape consiste à en prendre conscience. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, aimez-la maintenant. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour lutter contre la solitude après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran où je révèle l'erreur matinale qui aggrave la tristesse sans que vous vous en rendiez compte.